Bonsoir à toutes et tous, quel plaisir de se retrouver aujourd'hui en ce jour exceptionnel du 26 novembre. Nous sommes le vendredi 26 novembre, j'espère que ça va bien. On va passer aujourd'hui une très belle soirée puisqu'on va continuer nos aventures avec le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Phileas Fogg, gentleman richissime, ultra maniaque sur la ponctualité et toutes ces choses, vire son domestique qui a chauffé l'eau de sa barbe à 28 au lieu de 30 degrés. Donc il engage Passepartout, un homme qui a fait plein de choses dans sa vie. En France, il est français, il a été sapeur-pompier, il a été prof de gym, il a été circassien, il en a fait des choses. C'est juste incroyable et du coup, il en a fait tellement des choses qu'il a envie de se calmer un petit peu. Donc il décide d'aller en Angleterre pour devenir valet de chambre et c'est là qu'il rencontre du coup Phileas Fogg. Il le rencontre comme ça et Phileas Fogg engage Passepartout. Et Phileas Fogg, une de ses grandes occupations, vu qu'il c'est un rentier, c'est d'aller au Reform Club, une espèce de Rotary Club où les gens boivent des verres et jouent au whist, un jeu de cartes. Et lors d'une partie de whist, ils évoquent le vol qui a eu lieu à la Banque d'Angleterre, un vol de plus de 55 000 livres, c'est une somme énorme, c'est beaucoup plus que la fortune de Phileas Fogg. Et ils parlent de ce vol et Andrew Stuart, un des gentlemen, pense que le voleur va pouvoir s'en tirer sans être attrapé par la police qui le recherche partout dans le monde. Et ce n'est pas l'avis de plein de gentlemen qui disent « Ouais, mais la Terre commence à se rapetisser un petit peu » pour dire en fait que c'est de plus en plus facile de voyager à travers le monde. Et donc, il cite un article du Morning Chronicle qui dit que grâce aux nouvelles voies ferrées, aux paquebots, etc., il est possible de faire le tour du monde en 80 jours. Et Andrew Stuart, il est là, mais c'est sans compter les retards, les imprévus, toutes ces choses. Phileas Fogg, il lui dit non, c'est 80 jours tout compris. Là, il y a évidemment du coup débat et jusqu'au moment où Phileas Fogg propose... non, c'est Andrew Stuart qui dit « Je serais prêt à parier que ce n'est pas possible » et Phileas Fogg dit « Chiche, vas-y, on parie ». Et du coup, il met 20 000 livres, la moitié de sa fortune sur la table, et il parie contre les autres gentlemen qu'il est capable de faire le tour du monde en 80 jours, et il part le soir même avec Passepartout qui lui avait envie de rester tranquille, finalement pas du tout, ils vont faire le tour du monde, donc ils font leur petit bagage, et ils partent, ils arrivent ensuite à Suez, là il y a un détective, le détective Fix qui recherche le voleur, qui a entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui correspondait un petit peu au signalement d'une espèce de gentleman qui ressemblerait au voleur et il s'avère que ce gentleman c'est Phileas Fogg. Donc il interroge Passepartout qui est descendu du bateau le Mongolia pour aller viser le passeport de Phileas Fogg pour dire qu'il est bien passé au canal de Suez. Et Fix commence à lui poser plein de questions, et puis là il apprend qu'avec eux, ils ont 20 000 livres en cash, que l'objectif c'est de faire le tour du monde en 80 jours, c'est un petit peu farfelu, suite à un pari, et toutes ces choses-là font que Fix il se dit en fait je crois que c'est vraiment lui le voleur. Donc il monte aussi dans le bateau le Mongolia qui va direction Bombay. Là-bas il se passe une dinguerie, c'est que Passepartout il entre dans un monastère, non, dans une pagode déchaussée et étant chrétien, ce qui est totalement interdit. Et il faut savoir que l'Angleterre a essaye de faire respecter au mieux les coutumes des habitants, et donc ça peut être puni très sévèrement. De plus qu'il a tabassé les 3 prêtres qui l'ont roué de coups, et il s'est barré en courant, et il raconte ça à Phileas Fogg, et là Fix il se dit je tiens peut-être un truc pour essayer de les retarder en attendant de recevoir un mandat d'arrestation pour arrêter Phileas Fogg. Là-bas, ensuite à Bombay, ils prennent le train, ils vont direction Calcutta, et là, patatras, il n'y a plus de chemin de fer, il n'y a plus de voie ferrée, en fait, il manque un bout de voie ferrée jusqu'à Allahabad, et donc ils doivent faire Colby-Allahabad
à dos d'éléphant, un éléphant qui est payé par Phileas Fogg la somme de 2000 livres, ce qui est énorme, ce qui n'est pas du tout le prix de base d'un éléphant, et ils font le trajet donc à dos d'éléphant. Heureusement, ils ont un petit peu d'avance sur leur planning, parce que Phileas Fogg il tient tout sur un petit calepin, il met tout, les bénéfices, les pertes, en fonction des escales, etc., s'il a gagné du temps ou s'il a perdu du temps, et là il a vraiment du temps devant lui, il a à peu près je crois 48 heures devant lui. Et donc ils font le trajet à dos d'éléphant, et là sur le passage ils rencontrent comment dire, un cortège de brahmanes, de prêtres hindous qui vénèrent la déesse Kali, et ils vont sacrifier une dame qui est la veuve du Raja de Piladji. C'est le nom de la pagode Piladji, et donc elle va se faire sacrifier le lendemain à côté de son défunt mari, et donc évidemment c'est pas vraiment cool, surtout qu'elle a pas l'air vraiment d'avoir très envie de le faire, selon les dires de Sir Francis Cromarty qui fait partie du voyage avec eux, avec Passepartout, qui est un brigadier général qu'ils ont rencontré sur le bateau du Mongolia. Et donc Phileas Fogg il dit ah, mais attendez, mais j'ai 12 heures d'avance, vas-y on va la sauver. Et là, les amis, il se passe un truc exceptionnel. C'est qu'ils vont donc à la pagode du Piladji accompagnés d'un Parsi, c'est leur guide, et spécialisé en éléphants, etc. C'est leur guide pour faire ce trajet à dos d'éléphant jusqu'à Allahabad. Et ils vont donc avec le Parsi à la pagode de Piladji, et ils attendent la nuit. Malheureusement, il y a des gardes aux alentours de la pagode, donc ils peuvent pas s'en approcher. Donc coup dur, mais ils décident quand même d'attendre la fin de la nuit, et d'essayer quand même de secourir cette femme aux yeux de tous. Donc comment faire? Il y a tout un attroupement de personnes aux alentours du bûcher où il y a le vieux Raja et à côté donc la femme. Donc super ambiance. Et là on se dit mais comment ils vont le faire? Ils se mettent un peu à l'arrière de la troupe, et là alors que le bûcher prend feu, on voit un homme soulever la femme et partir avec. Et tout le monde est là, mais en fait c'est le vieux Raja qui est en train qui est en train de renaître de ses cendres, vraiment au sens premier du terme. Et en fait pas du tout, c'est Passepartout le crack qui nous a fait un petit tour de passe-passe. Passepartout, passe-passe, ouais, voilà, enfin vous avez compris quoi. Et Passepartout le boss quoi. Et donc il arrive à secourir cette femme aux yeux de tous, tout le monde est effrayé parce que tout le monde pense que c'est le vieux Raja qui s'est réveillé d'entre les morts. Et en fait tout le monde a trop peur et ne regarde pas. Et puis en fait Passepartout il arrive à se barrer avec Madame Aouda, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette dame. Et ils se barrent et ils arrivent ensuite à Allahabad. Depuis Allahabad ils prennent le train. Ils s'arrêtent à Benares où là ils disent au revoir à Sir Francis Cromarty, et ils proposent à Madame Aouda, vu que elle s'est quand même échappée dans un endroit qui a pas l'air vraiment très sympathique, il faut qu'elle se barre, il faut qu'elle parte, il faut pas qu'elle reste dans les alentours. Donc ils proposent de l'emmener. Jusqu'à Hong Kong où là elle a quelqu'un de sa famille qu'elle connaît qui pourrait potentiellement l'héberger là-bas à Hong Kong, et ça tombe bien parce que c'est là où vont se diriger Passepartout et Phileas Fogg. On n'oublie pas que Fogg était aussi à 2 doigts de leur sauter dessus avec un couteau. Oui, alors oui, bon, oui. Juste avant ça, il était vraiment en mode bon, vas-y, je vais aller, je vais faire une dinguerie, et heureusement, je sais plus, je crois que c'est le Parsi qui le retient, qui lui dit non mais peut-être qu'on va éviter, peut-être qu'on essaye de pas faire ça, et heureusement que Passepartout est là pour rattraper la situation et pour faire un move exceptionnel, vraiment, je pense qu'on peut pas dire autre chose que ça. Ils prennent le train du coup jusqu'à Calcutta. Là-bas ils sortent du train et puis ils se font arrêter. Ils sont arrêtés par la police. Bonjour, vous êtes Phileas Fogg? Oui. Vous êtes Passepartout? Oui. Venez avec moi. Ils vont en tôle et ils sont jugés le soir, sachant qu'ils sont quand même un peu rush sur leur planning, donc ils doivent quand même se dépêcher. Et je crois qu'ils se font arrêter vers 7h du matin et leur bateau pour Hong Kong est exactement en tôle.
Oui, exactement, en tôle. Salut, Tatato. Ils vont en tôle, et puis ils attendent leur jugement, et je crois qu'ils se font juger vers 8 heures, un truc comme ça, et puis ils doivent prendre le bateau à 12 heures. Et là, pendant le jugement, ils pensent d'abord qu'on les juge parce que ils pensent qu'ils se font juger parce qu'ils ont, comment? Ils ont enlevé Madame Aouda des mains de cette troupe de brahmanes. Et au début, ils pensent ça, mais en fait, non, pas du tout. Ils se font arrêter parce que Passepartout est entré dans une pagode avec ses chaussures et c'est formellement interdit. Et en plus de ça, il a roué de coups les prêtres. Donc ils se font arrêter pour ça et ils se font juger pour ça, et il faut savoir que c'est évidemment Détective Fix la Balance qui a convaincu les 3 prêtres de porter plainte contre Passepartout et Phileas Fogg. Et donc Passepartout il écope je crois d'une douzaine de jours de prison. Il écope d'une douzaine de jours de prison, plus d'une petite amende. Phileas Fogg, un peu moins de prison, mais aussi une amende. Et donc, Phileas Fogg, bah, il est là, bah non, je vais pas faire des jours de prison. Bon, moi, j'ai un tour du monde en 80 jours, j'ai d'autres choses à faire, donc je paie. Et il dit, je paie sous caution. Et donc, il paie la somme de 2000 livres, c'est énorme, hein. Ils sont partis entre guillemets, avec 20 000 livres. Et là, ils ont dépensé 2000 livres pour se sauver de cette situation, plus 2000 livres l'éléphant, plus le bateau, le train, etc. etc. Donc, bon, ça commence à devenir un petit peu ric-rac, la besace, là, un petit peu. Donc, faut un peu faire attention, il faudrait peut-être éviter qu'il se passe encore des dingueries, il faudrait peut-être éviter. Donc voilà, et il paie donc sous caution. Fix, il est là, non mais il va quand même attendre la fin de sa peine de prison pour récupérer ses 2000 livres. Et non, bah Phileas Fogg, il a autre chose à faire, il a un tour du monde, donc il se barre et ils prennent le bateau. Fix, il est comme ça, il est là, mais putain, mais j'ai besoin que... En fait, il a besoin que Phileas Fogg et Passepartout soient empêchés de continuer leur voyage pour que Fix puisse recevoir son mandat d'arrestation pour arrêter Phileas Fogg. Donc il a besoin de les retarder. Sauf que bah, c'était sans connaître Phileas Fogg qui est un gros entêté. Et donc ils prennent ce bateau, Fix monte aussi à l'intérieur, et là il hésite un petit peu, il sait pas trop s'il doit aborder Passepartout qu'il avait déjà abordé plusieurs fois précédemment. Il se dit non là quand même ça va faire un peu gros. Si je redébarque à Hong Kong alors qu'il m'a vu à Suez, il m'a vu à Bombay, s'il me voit encore à Hong Kong, il va commencer à un peu se douter qu'il y a peut-être anguille sous roche. Pour finir, il se dit ouais peut-être le jeu en vaut la chandelle, donc il va parler à Passepartout, puis Passepartout il est là, hé mais mon pote mais salut mec, mais comment ça va mec? Et du coup il est trop content, lui il s'est fait un pote, il est trop content. Passepartout il est un peu naïf, on peut le dire quand même. Et du coup, évidemment, Passepartout qui a pas sa langue dans sa poche, lui, bah, il lui dit tout, hein, il lui raconte toutes ses aventures, il lui raconte tous les trucs. Donc, évidemment, bah, Fix, il est très content, sauf qu'il pensait qu'il allait potentiellement pouvoir retarder le voyage puisqu'il voit Madame Aouda avec eux, mais il connaît pas du tout cette femme et il se dit mais peut-être qu'elle a été enlevée, peut-être qu'il y a une explication un peu obscure qui pourrait m'aider à retarder le voyage de Phileas Fogg et le retenir à Hong Kong. Et hélas, pas du tout, parce que bah, Madame Aouda, elle avait besoin d'être secourue, et elle a été secourue par Passepartout et Phileas Fogg. Donc il l'a un petit peu mauvaise, Fix. Donc à voir ce qui va se passer. Là, on est toujours donc dans le bateau qui va direction Hong Kong, avec donc Madame Aouda, la femme secourue par Passepartout et Phileas Fogg, dans ce bateau qui s'appelle le Rangoon, je ne sais pas, Rangoon je pense. Donc, bah sur ce on va y aller hein. Donc, chapitre 17, où il est question de choses et d'autres pendant la traversée de Singapour à Hong Kong. Depuis ce jour, Passepartout et le détective se rencontrèrent fréquemment, mais l'agent se tint dans une extrême réserve vis-à-vis de son compagnon, et il n'essaya point de le faire parler. Une ou deux fois seulement, il entrevit Mr. Fogg qui restait volontiers dans le grand salon du Rangoon, soit qu'il tint compagnie à Madame Aouda, soit qu'il joua au whist suivant son invariable habitude, évidemment.
Quant à Passepartout, il s'était pris très sérieusement à méditer sur le singulier hasard qui avait mis, encore une fois, Fix sur la route de son maître. Et, en effet, on eût été étonné à moins. Ce gentleman très aimable, très complaisant à coup sûr, que l'on rencontre d'abord à Suez, qui s'embarque sur le Mongolia, qui débarque à Bombay, où il dit devoir séjourner, que l'on retrouve sur le Rangoon, faisant route pour Hong Kong, en un mot, suivant pas à pas l'itinéraire de Mr. Fogg. Cela valait la peine qu'on y réfléchît. Il y avait là une concordance au moins bizarre. À qui en avait ce Fix? Passepartout était prêt à parier ses babouches. Il les avait précieusement conservées. Que le Fix quitterait Hong Kong en même temps qu'eux, et probablement sur le même paquebot. C'est bien, Passepartout. Tu commences à te poser les bonnes questions. C'est bien. Passepartout eut réfléchi pendant un siècle qu'il n'aurait jamais deviné de quelle mission l'agent avait été chargé. Jamais il n'eût imaginé que Phileas Fogg fût filé à la façon d'un voleur autour du globe terrestre. Mais comme il est dans la nature humaine de donner une explication à toute chose, voici comment Passepartout, soudainement illuminé, interpréta la présence permanente de Fix, et vraiment, son interprétation était fort plausible. En effet, suivant lui, Fix n'était et ne pouvait être qu'un agent lancé sur les traces de Mr. Fogg par ses collègues du Reform Club, afin de constater que ce voyage s'accomplissait régulièrement autour du monde, suivant l'itinéraire convenu. C'est vrai que c'est plausible. C'est vrai que ça aurait pu. C'est évident, se répétait l'honnête garçon, tout fier de sa perspicacité. C'est un espion que ces gentlemen ont mis à nos trousses. Voilà qui n'est pas digne. Mr. Fogg, si probe, si honorable. Le faire épier par un agent. Ah, messieurs du Reform Club, cela vous coûtera cher. Passepartout, enchanté de sa découverte, résolut cependant de n'en rien dire à son maître, craignant que celui-ci ne fût justement blessé de cette défiance que lui montraient ses adversaires. Mais il se promit bien de gouailler Fix à l'occasion, à mots couverts et sans se compromettre. Le mercredi 30 octobre, dans l'après-midi, le Rangoon embouquait le détroit de Malacca qui sépare la presqu'île de ce nom des terres de Sumatra. Des îlots montagneux très escarpés, très pittoresques, dérobaient aux passagers la vue de la grande île. Le lendemain, à 4 heures du matin, le Rangoon, ayant gagné une demi-journée sur sa traversée réglementaire, relâchait à Singapour afin d'y renouveler sa provision de charbon. Phileas Fogg inscrivit cette avance à la colonne des gains, et cette fois il descendit à terre, accompagnant Madame Aouda qui avait manifesté le désir de se promener pendant quelques heures. Donc évidemment, on l'a vu la dernière fois, le détroit de Malacca, c'est là. Et donc il s'arrête à Singapour pour faire le plein de charbon. Donc ils ont une demi-journée d'avance, ce qui est plutôt cool. Fix, à qui toute action de Fogg paraissait suspecte, le suivit sans se laisser apercevoir. Quant à Passepartout, qui riait in petto à voir la manœuvre de Fix, il alla faire ses emplettes ordinaires. In petto, donc c'est à lui-même, c'est pour lui, c'est intérieurement, à part soi. L'île de Singapour n'est ni grande, ni imposante l'aspect. N'est ni grande, ni imposante l'aspect. C'est pas très français ça, non? Ni imposante d'aspect, j'aurais dit plutôt. Peut-être c'est moi. Les montagnes, c'est-à-dire les profils, lui manquent. Toutefois, elle est charmante dans sa maigreur. C'est un parc coupé de belles routes. Un joli équipage attelé de ces chevaux élégants qui ont été importés de la Nouvelle-Hollande transporta Madame Aouda et Phileas Fogg au milieu des massifs de palmiers à l'éclatant feuillage et de girofliers dont les clous sont formés du bouton même de la fleur entr'ouverte. Yep, c'est d'aspect dans mon livre, d'accord. Donc c'est l'île de Singapour n'est ni grande ni imposante d'aspect.
Là, les buissons de poivriers remplaçaient les haies épineuses des campagnes européennes. Des sagoutiers de grandes fougères avec leurs ramures superbes variaient l'aspect de cette région tropicale. Des muscadiers au feuillage verni saturaient l'air d'un parfum pénétrant. Les singes, bandes alertes et grimaçantes, ne manquaient pas dans les bois, ni peut-être les tigres dans les jungles. À qui s'étonnerait d'apprendre que dans cette île, si petite relativement, ces terribles carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier? On répondra qu'ils viennent de Malacca, en traversant le détroit à la nage. Après avoir parcouru la campagne pendant 2 heures, Madame Aouda et son compagnon, qui regardaient un peu sans voir, rentrèrent dans la ville, vaste agglomération de maisons lourdes et écrasées, qu'entourent de charmants jardins où poussent des mangoustes, des ananas et tous les meilleurs fruits du monde. À 10 heures, il revenait au paquebot après avoir été suivi sans s'en douter par l'inspecteur qui avait dû lui aussi se mettre en frais d'équipage. Passepartout les attendait sur le pont du Rangoon. Le brave garçon avait acheté quelques douzaines de mangoustes, grosses comme des pommes moyennes, d'un brun foncé au dehors, d'un rouge éclatant au dedans, et dont le fruit blanc, en fondant entre les lèvres, procure au vrai gourmet une jouissance sans pareille. Passepartout fut trop heureux de les offrir à Madame Aouda, qui le remercia avec beaucoup de grâce. À 11 heures, le Rangoon, ayant son plein de charbon, larguait ses amarres et quelques heures plus tard, les passagers perdaient de vue ces hautes montagnes de Malacca, dont les forêts abritent les plus beaux tigres de la terre. 1300 miles environ séparent Singapour de l'île de Hong Kong, petit territoire anglais détaché de la côte chinoise. Phileas Fogg avait intérêt à les franchir en 6 jours au plus, afin de prendre à Hong Kong le bateau qui devait partir le 6 novembre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Le Rangoon était fort chargé. De nombreux passagers s'étaient embarqués à Singapour, des Hindous, des Célandais, des Chinois, des Malais, des Portugais, qui, pour la plupart, occupaient les secondes places. Et donc ils vont devoir faire tout ça en bateau et après, voilà quoi. Il y a ce truc-là qu'il faut traverser quoi. Ouais. Donc bon bah bonne chance hein. Bon courage. Le temps. Après ils y vont à la nage, c'est pas trop loin. Ouais ça va en termes de kilomètres. Je pense que c'est faisable à la nage quoi. Ouais, clairement. Le temps assez beau jusqu'alors changea avec le dernier quartier de la lune. Il y eut grosse mer. Le vent souffla quelquefois en grande brise, mais très heureusement de la partie du sud-est, ce qui favorisait la marche du steamer. Quand il était maniable, le capitaine faisait établir la voilure. Le Rangoon, gréé en briques, navigua souvent avec ses 2 huniers et sa misaine, et sa rapidité s'accrut sous la double action de la vapeur et du vent. C'est ainsi que l'on prolongea sur une lame courte et parfois très fatigante les côtes d'Annam et de Cochinchine. La Cochinchine est une région historique au sud de l'actuel Vietnam. Elle correspond grossièrement aux régions administratives vietnamiennes actuelles du delta du Mekong. Dérive de l'usage par les Portugais de la ville de Cochin pour désigner l'Inde. D'où plus tard la dénomination d'Indochine. Mais la faute en était plutôt... Ah non, attendez. Je suis fou, il y avait un truc que je voulais voir. Le Rangoon gréé en briques. Donc ça c'est de la voile, hein. Les 2 huniers c'est des voiles, c'est des voiles sur un bateau quoi. C'est des voiles en particulier. Sauf erreur, c'est un mât ou divisé avec, enfin 3 voiles différentes. Si on regarde hunier, c'est ça un hunier. Ça c'est le hunier. On l'avait vu dans un autre bouquin, je crois. Ou dans celui-là, je sais même plus. C'est ça le hunier. Ça c'est hunier. Et
Et il y avait quoi? Gréé en briques. Je sais pas ce que c'est, briques. Est un voilier à 2 mâts. Donc c'est ça. Et puis le verbe gréer, ensemble du matériel nécessaire à la manœuvre des navires à voile, à l'amarrage et à la sécurité de tous les navires, agrès, cordage, mâture, voile, etc. Donc gréé en briques, ça veut dire qu'il est équipé de 2 mâts. Et naviguait souvent avec 2 huniers et sa misaine. Et misaine, je crois que c'était encore une autre voile. Le bateau, c'est... voile basse du mât de l'avant. Voilà. Donc c'est en théorie celle-là, voilà. Mais la faute en était plutôt au Rangoon qu'à la mer, et c'est à ce paquebot que les passagers, dont la plupart furent malades, durent s'en prendre de cette fatigue. En effet, les navires de la compagnie péninsulaire, qui font le service des mers de Chine, ont un sérieux défaut de construction. Ah bon? Le rapport de leur tirant d'eau en charge avec leur creux a été mal calculé, et par suite, ils n'offrent qu'une faible résistance à la mer. Leur volume clos, impénétrable à l'eau, est insuffisant. Ils sont noyés, pour employer l'expression maritime, et en conséquence de cette disposition, il ne faut que quelques paquets de mer jetés à bord pour modifier leur allure. Ces navires sont donc très inférieurs, sinon par le moteur et l'appareil évaporatoire, du moins par la construction, au type des messageries françaises telles que l'Impératrice et le Cambodge. Donc si je comprends bien, en fait, c'est que la masse d'eau qu'ils accumulent sur le bateau font qu'ils s'affaissent, enfin ils se noient, et donc ça perd en vitesse. Je crois que c'est ça l'explication. Tandis que, suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer un poids d'eau égal à leur propre poids avant de sombrer. Les bateaux de la compagnie péninsulaire, le Golconda, le Coréa et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer le 6e de leur poids sans couler par le fond. C'est ça. Donc, par le mauvais temps, il convenait de prendre de grandes précautions. Il fallait quelquefois mettre à la cape sous petite vapeur. C'était une perte de temps qui ne paraissait affecter Phileas Fogg en aucune façon, mais dont Passepartout se montrait extrêmement irrité. Il accusait alors le capitaine, le mécanicien, la compagnie, et envoyait au diable tous ceux qui se mêlaient de transporter des voyageurs. Peut-être aussi la pensée de ce bec de gaz qui continuait de brûler à son compte dans la maison de Savile Row entrait-elle pour beaucoup dans son impatience. C'est vrai que bon, y a moyen que ça puisse le chiffonner un peu. Il y a moyen que ça puisse être un problème, évidemment. On n'oublie pas, évidemment, que Passepartout, ce con-là, avant de partir faire le tour du monde, bah, il a oublié d'éteindre le bec de gaz de sa chambre. Et Phileas Fogg lui a dit, bah, c'est toi qui vas payer. C'est tout simplement toi qui vas payer ce que tu vas devoir... bah, tout ce qui va sortir de ce bec de gaz est à ton compte. Donc, coup dur pour Passepartout. Mais vous êtes donc bien pressé d'arriver à Hong Kong, lui demanda un jour le détective. Très pressé, répondit Passepartout. Vous pensez que Mr. Fogg a hâte de prendre le paquebot de Yokohama? Une hâte effroyable. Vous croyez donc maintenant à ce singulier voyage autour du monde? Absolument. Et vous, monsieur Fix? Moi? Je n'y crois pas. Farceur, répondit Passepartout en clignant de l'œil. Ce mot laissa l'agent rêveur. Ce qualificatif l'inquiéta, sans qu'il sût trop pourquoi. Le Français l'avait-il deviné? Il ne savait trop que penser. Mais sa qualité de détective, dont seul il avait le secret, comment Passepartout aurait-il pu la reconnaître?
Et cependant, en lui parlant ainsi, Passepartout avait certainement eu une arrière-pensée. Il arriva même que le brave garçon alla plus loin, un autre jour, mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait tenir sa langue. « Voyons, monsieur Fix, demanda-t-il à son compagnon d'un ton malicieux. Est-ce que, une fois arrivé à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser ?»« Mais, répondit Fix assez embarrassé, je ne sais, peut-être que... » « Ah, dit Passepartout, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Voyons, un agent de la compagnie péninsulaire ne saurait s'arrêter en route. Vous n'alliez qu'à Bombay et vous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. » Fix regardait attentivement son interlocuteur, qui lui montrait la figure la plus aimable du monde, et il prit le parti de rire avec lui. Mais celui-ci, qui était en veine, lui demanda si ça lui rapportait beaucoup, ce métier-là ? « Oui et non, répondit Fix sans sourciller. Il y a de bonnes et de mauvaises affaires. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais vous comprenez bien que je ne voyage pas à mes frais. »« Oh, pour cela, j'en suis sûr, » s'écria Passepartout, riant de plus belle. La conversation finie, Fix rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. Il était évidemment deviné. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître ? Quel rôle jouait-il dans tout ceci ? Était-il complice ou non ? L'affaire était-elle éventée et par conséquent manquée ? L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorerait la situation, enfin ne sachant quel parti prendre. Cependant, le calme se rétablit dans son cerveau et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout. Ou le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas, l'affaire était définitivement compromise, ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. Telle était donc la situation respective de ces deux hommes, et au-dessus d'eux, Phileas Fogg planait dans sa majestueuse indifférence. Il accomplissait rationnellement son orbite autour du monde, sans s'inquiéter des astéroïdes qui gravitaient autour de lui. Et cependant, dans le voisinage, il y avait, suivant l'expression des astronomes, un astre troublant qui aurait dû produire certaines perturbations sur le cœur de ce gentleman. Mais non. Le charme de Madame Aouda n'agissait point à la grande surprise de Passepartout, et les perturbations, si elles existaient, eussent été plus difficiles à calculer que celles d'Uranus qui l'ont amené la découverte de Neptune. Oui, c'était un étonnement de tous les jours pour Passepartout qui lisait tant de reconnaissance envers son maître dans les yeux de la jeune femme. Décidément, Phileas Fogg n'avait de cœur que ce qu'il en fallait pour se conduire héroïquement, mais amoureusement non. Quant aux préoccupations que les chances de ce voyage pouvaient faire naître en lui, il n'y en avait pas trace. Mais Passepartout, lui, vivait dans des transes continuelles. Un jour, appuyé sur la rambarde de l'engine room, il regardait la puissante machine qui s'emportait parfois, quand dans un violent mouvement de tangage, l'hélice s'affolait hors des flots. La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. « Elles ne sont pas assez chargées, ces soupapes !» s'écria-t-il. « On ne marche pas !» Voilà bien ces Anglais. Ah, si c'était un navire américain, on sauterait peut-être, mais on irait plus vite. Ok. D'ailleurs, c'est assez marrant, cette truc, c'est que... je crois que c'est vraiment vrai, enfin j'avais entendu parler de ça, que Neptune avait été découverte parce qu'il y avait justement des perturbations sur l'orbite d'Uranus, et... en calculant les dites perturbations, ils ont su qu'il y avait une planète à proximité qui perturbait l'orbite de Uranus. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert Neptune par le calcul, en calculant les perturbations d'orbite d'Uranus. Et ils ont pu repérer Neptune grâce à ça. Voilà, il me semble que c'est ça. Je crois pas que je dis de bêtises. Enfin bon, plutôt calme ce chapitre.
Quoique, c'est vrai que Fix, il commence à un peu se demander si Passepartout, il aurait peut-être pas deviné le truc. Heureusement pour Fix, entre guillemets, c'est pas le cas. Mais peut-être que, en fonction de ce qui se passe à Hong Kong, Fix va devoir avouer le tout à Passepartout. Chapitre 18, dans lequel... chapitre 18, pardon, dans lequel Phileas Fogg, Passepartout, Fix, chacun de son côté, va à ses affaires. Pendant les derniers jours de la traversée, le temps fut assez mauvais. Le vent devint très fort. Fixé dans la partie du nord-ouest, il contraria la marche du paquebot. Le Rangoon, trop instable, roula considérablement et les passagers furent en droit de garder rancune à ces longues lames affadissantes que le vent soulevait du large. Pendant les journées du 3 et du 4 novembre, ce fut une sorte de tempête. La bourrasque battit la mer avec véhémence. Le Rangoon dut mettre à la cape pendant un demi-jour, se maintenant avec 10 tours d'hélice seulement, de manière à biaiser avec les lames. Toutes les voiles avaient été serrées et c'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. Ce qui sert à la manœuvre d'un navire. Agrès. Ah, les agréments, on a vu ça tout à l'heure. Donc voilà. C'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. La vitesse du paquebot, on le conçoit, fut notablement diminuée, et l'on put estimer qu'il arriverait à Hong Kong avec 20 heures de retard sur l'heure réglementaire, et plus même, si la tempête ne cessait pas. Phileas Fogg assistait à ce spectacle d'une mer furieuse qui semblait lutter directement contre lui avec son habituelle impassibilité. Son front ne s'assombrit pas un instant, et cependant, un retard de 20 heures pouvait compromettre son voyage, en lui faisant manquer le départ du paquebot de Yokohama. Mais cet homme sans nerfs ne ressentait ni impatience ni ennui. Il semblait vraiment que cette tempête rentrât dans son programme, qu'elle fût prévue. Madame Aouda, qui s'entretint avec son compagnon de ce contretemps, le trouva aussi calme que par le passé. Fix, lui, ne voyait pas ces choses du même œil. Bien au contraire. Cette tempête lui plaisait. Sa satisfaction aurait même été sans borne si le Rangoon eût été obligé de fuir devant la tourmente. Tous ces retards lui allaient, car il obligerait le monsieur Fogg à rester quelques jours à Hong Kong. Enfin, le ciel, avec ses rafales et ses bourrasques, entrait dans son jeu. Il était bien un peu malade, mais qu'importe. Il ne comptait pas ses nausées, et quand son corps se tordait sous le mal de mer, son esprit s'ébaudissait d'une immense satisfaction. Quant à Passepartout, on devine dans quelle colère peu dissimulée il passa ce temps d'épreuve. Jusqu'alors tout avait si bien marché, la terre et l'eau semblaient être à la dévotion de son maître. Steamer et railway lui obéissaient, le vent et la vapeur s'unissaient pour favoriser son voyage. L'heure des mécomptes avait-elle donc enfin sonné? Passepartout, comme si les 20 000 livres du pari eussent dû sortir de sa bourse, ne vivait plus. Cette tempête l'exaspérait, cette rafale le mettait en fureur, et il eût volontiers fouetté cette mer désobéissante. Pauvre garçon! Fix lui cacha soigneusement sa satisfaction personnelle, et il fit bien, car si Passepartout eût deviné le secret contentement de Fix, Fix eût passé un mauvais quart d'heure. Ça c'est bien vrai. Passepartout, pendant toute la durée de la bourrasque, demeura sur le pont du Rangoon. Il n'aurait pu rester en bas. Il grimpait dans la mâture, il étonnait l'équipage et aidait à tout avec une adresse de singe. 100 fois il interrogea le capitaine, les officiers, les matelots qui ne pouvaient s'empêcher de rire en voyant un garçon si décontenancé. Passepartout voulait absolument savoir combien de temps durerait la tempête. On le renvoyait alors au baromètre, qui ne se décidait pas à remonter. Passepartout secouait le baromètre, mais rien n'y faisait, ni les secousses, ni les injures dont il accablait l'irresponsable instrument. Enfin la tourmente s'apaisa. L'état de la mer se modifia dans la journée du 4 novembre. Le vent sauta de 2/4 dans le sud et redevint favorable. Passepartout se rasséréna avec le temps.
Les huniers et les basses voiles purent être établis et le Rangoon reprit sa route avec une merveilleuse vitesse. Mais on ne pouvait regagner tout le temps perdu, hélas. Il fallait bien en prendre son parti et la Terre ne fut signalée que le 6 à 5 heures du matin. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot au 5, or il n'arrivait que le 6. C'était donc 24 heures de retard et le départ pour Yokohama serait nécessairement manqué. Coup dur! À 6 heures, le pilote monta à bord du Rangoon et prit place sur la passerelle afin de diriger le navire à travers les passes jusqu'au port de Hong Kong. Passepartout mourait du désir d'interroger cet homme, de lui demander si le paquebot de Yokohama avait quitté Hong Kong. Mais il n'osait pas, aimant mieux conserver un peu d'espoir jusqu'au dernier instant. Il avait confié ses inquiétudes à Fix qui, le fin renard, essayait de le consoler en lui disant que Mr. Fogg en serait quitte pour prendre le prochain paquebot, ce qui mettait Passepartout dans une colère bleue. Mais si Passepartout ne se hasarda pas à interroger le pilote, Mr. Fogg, après avoir consulté son bradshaw, demanda de son air tranquille aux 10 pilotes s'ils savaient quand il partirait un bateau de Hong Kong pour Yokohama. Le bradshaw, il me semble que c'était son chronomètre, non? C'est pas une montre, je crois, mais je crois que c'est pas une montre, c'est vraiment une... Si, c'est la montre. Je sais plus si c'était une montre ou un chronomètre qu'il avait avec lui, mais je crois que c'est une montre. Donc, Mr. Fogg, après avoir consulté son bradshaw, demanda de son air tranquille aux 10 pilotes s'ils savaient quand il partirait un bateau de Hong Kong pour Yokohama. « Demain à la marée du matin », répondit le pilote. « Ah », fit Mr. Fogg, sans manifester aucun étonnement. Passepartout, qui était présent, eût volontiers embrassé le pilote, auquel Fix aurait voulu tordre le cou. « Quel est le nom de ce steamer » demanda Mr. Fogg. « Le Carnatic », répondit le pilote. N'était-ce pas hier qu'il devait partir? Oui, monsieur, mais on a dû réparer une de ses chaudières et son départ a été remis à demain. Je vous remercie, répondit Mr. Fogg, qui de son pas automatique redescendit dans le salon du Rangoon. Quant à Passepartout, il saisit la main du pilote et l'étreignit vigoureusement en disant « Vous, pilote, vous êtes un brave homme !» Le pilote ne sut jamais sans doute pourquoi ces réponses lui valurent cette amicale expansion. À un coup de sifflet, il remonta sur la passerelle et dirigea le paquebot au milieu de cette flottille de jonques, de tankas, de bateaux pêcheurs, de navires de toutes sortes qui encombraient les pertuis de Hong Kong. La chance de ouf, ouais. La chance de ouf. Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas des bateaux qui partaient tous les jours. Je pense que c'était des bateaux qui devaient partir genre une fois par semaine ou des trucs comme ça. Donc ils ont une chance d'enfoirer en vrai. Hein. Le paquebot au milieu de cette flottille de jonques de tankas est un bateau traditionnel d'Asie à coque compartimentée et à voile aux 3/4, entièrement latée, flottante et à amure glissante ou réversible. Et tankas. Poésie. Chant court est un poème japonais sans rime de 31 morts sur 5 lignes. Non, alors c'est pas ça. Bateau. Parce que je pense qu'on parle de bateau. Ok, est-ce que c'est ça? Peut-être, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un peuple des bateaux. Est une population minoritaire du sud de la Chine qui vit traditionnellement dans des jonques sur les côtes des provinces du oui, c'est compliqué. Ainsi qu'à Hong Kong. Et Macao. Donc, ça doit être ça. Énorme. De bateaux pêcheurs, de navires de toutes sortes qui encombraient les pertuis de Hong Kong. Passage étroit. À 1 heure, le Rangoon était à quai et les passagers débarquaient. Que va faire Fix? Que va faire Fix? Parce qu'ils doivent prendre le bateau du coup demain. Le Carnatic. Ils doivent prendre le Carnatic demain pour aller au Japon. Donc que va faire Fix? Est-ce qu'il va tout déballer à Passepartout? Telle est la question.
En cette circonstance, le hasard avait singulièrement servi Phileas Fogg, et il faut en convenir, ça c'est bien vrai. Sans cette nécessité de réparer ses chaudières, le Carnatic fut parti à la date du 5 novembre et les voyageurs pour le Japon auraient dû attendre pendant 8 jours le départ du paquebot suivant. Mr. Fogg, il est vrai, était en retard de 24 heures, mais ce retard ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses pour le reste du voyage. En effet, le steamer qui fait de Yokohama à San Francisco la traversée du Pacifique était en correspondance directe avec le paquebot de Hong Kong, et il ne pouvait partir avant que celui-ci fût arrivé. Évidemment, il y aurait 24 heures de retard à Yokohama, mais pendant les 22 jours que dure la traversée du Pacifique, il serait facile de les regagner. Phileas Fogg se trouvait donc à 24 heures près dans les conditions de son programme. 35 jours après avoir quitté Londres. Ouais, en vrai, 24 heures de retard sur 35 jours de voyage autour du monde en 1872, on est sur une perf déjà incroyable. On est quand même sur une perf de fou. Mais, va savoir s'ils vont pas avoir du retard à un autre moment, puis qu'ils vont devoir le compenser d'une manière ou d'une autre. Le Carnatic, ne devant partir que le lendemain matin à 5 heures, Mr. Fogg avait devant lui 16 heures pour s'occuper de ses affaires. C'est-à-dire de celles qui concernaient Madame Aouda. Je l'ai même pas dit, mais c'est vrai, ils doivent la laisser rejoindre quelqu'un qui fait partie de sa famille, qui habite à Hong Kong. Au débarquer du bateau, il offrit son bras à la jeune femme et la conduisit vers un palanquin. Il demanda au porteur de lui indiquer un hôtel et ceux-ci lui désignèrent l'hôtel du club. Le palanquin se mit en route, suivi de Passepartout, et 20 minutes après, il arrivait à destination. Un appartement fut retenu pour la jeune femme et Phileas Fogg veilla à ce qu'elle ne manquât de rien. Puis il dit à Madame Aouda qu'il allait immédiatement se mettre à la recherche de ce parent aux soins duquel il devait la laisser à Hong Kong. En même temps, il donnait à Passepartout l'ordre de demeurer à l'hôtel jusqu'à son retour, afin que la jeune femme n'y restât pas seule. Le gentleman se fit conduire à la bourse. Là, on connaîtrait immanquablement un personnage tel que l'honorable Jedji, qui comptait parmi les plus riches commerçants de la ville. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de Jedji. Mais alors, j'avoue que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce passage. On parle justement de Jedji, je sais pas si... Oh, je suis pile sur le passage. Incroyable. J'étais là, je vais galérer à trouver, puis voilà, je suis dessus. Madame Aouda confirma le récit que le guide hindou avait fait de sa touchante histoire. Elle était en effet de cette race qui tient le premier rang parmi les races indigènes. Plusieurs négociants par-ci ont fait de grandes fortunes aux Indes, dont le commerce des cotons. L'un d'eux, Sir James Jedji Boy, a été anobli par le gouvernement anglais, et Madame Aouda était parente de ce riche personnage qui habitait Bombay. C'était même un cousin de Sir Jedji Boy, l'honorable Jedji, qu'elle comptait rejoindre à Hong Kong. Trouvait-elle près de lui refuge et assistance? Elle ne pouvait l'affirmer. Ouais, là on connaîtrait immanquablement un personnage tel que l'honorable Jedji, donc cousin de Jedji Boy, qui a fait donc fortune grâce au coton. Qui comptait donc parmi les plus riches commerçants de la ville. Le courtier auquel s'adressa Mr. Fogg connaissait en effet le négociant par-ci. Mais depuis 2 ans, celui-ci n'habitait plus la Chine. Ah, merde. Sa fortune faite, il s'était établi en Europe, en Hollande, croyait-on, ce qui s'expliquait par suite de nombreuses relations qu'il avait eues avec ce pays pendant son existence commerciale. Phileas Fogg revint à l'hôtel du club. Aussitôt, il fit demander à Madame Aouda la permission de se présenter devant elle, et sans autre préambule, il lui apprit que l'honorable Jedji ne résidait plus à Hong Kong, et qu'il habitait vraisemblablement la Hollande. À cela, Madame Aouda ne répondit rien d'abord. Elle passa sa main sur son front et resta quelques instants à réfléchir. Puis, de sa douce voix, « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?» dit-elle. « C'est très simple, » répondit le gentleman. « Revenir en Europe. »« Mais je ne puis abuser
Vous n'abusez pas, et votre présence ne gêne en rien mon programme. Passepartout? Monsieur, répondit Passepartout. Allez au Carnic et retenez 3 cabines. Passepartout, enchanté de continuer son voyage dans la compagnie de la jeune femme, qui était fort gracieuse pour lui, quitta aussitôt l'hôtel du club. Chapitre 19, où Passepartout prend un trop vif intérêt à son maître et ce qui s'ensuit. Hong Kong n'est qu'un îlot dont le traité de Nanking, après la guerre de 1842, assura la possession à l'Angleterre. En quelques années, le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le port Victoria. Cette île est située à l'embouchure de la rivière de Canton et 60 miles seulement la séparent de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l'autre rive. Hong Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte commerciale et maintenant la plus grande partie du transit chinois s'opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs, des entrepôts, une cathédrale gothique, un government house, des rues macadamisées, tout ferait croire qu'une des cités commerçantes des comtés de Kent ou de Surrey, traversant le sphéroïde terrestre, est venue ressortir en ce point de la Chine, presque à ses antipodes. Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port Victoria, regardant les palanquins, les brouettes à voile, encore en faveur dans le céleste empire, et toute cette foule de Chinois, de Japonais et d'Européens qui se pressaient dans les rues. À peu de choses près, c'était encore Bombay, Calcutta ou Singapour que le digne garçon retrouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde. La colonisation. Alors, le traité de Nanking, bon, il l'explique, hein, ça assure donc la possession de l'Angleterre, donc on va peut-être pas aller regarder ça. Les wharfs, quai appontement. Il y avait comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde. Passepartout arriva au port Victoria. Là, à l'embouchure de la rivière de Canton, c'était un fourmillement de navires de toutes nations, des Anglais, des Français, des Américains, des Hollandais, bâtiments de guerre et de commerce, des embarcations japonaises ou chinoises, des jonques, des sempans, des tankas et même des bateaux-fleurs qui formaient autour de parterres flottant sur les eaux. En se promenant, Passepartout remarqua un certain nombre d'indigènes vêtus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser à la chinoise, il apprit par le Figaro de l'endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient tous 80 ans au moins, et qu'à cet âge, ils avaient le privilège de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout trouva cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi. Sa barbe faite, il se rendit au quai d'embarquement du Carnatic, et là il aperçut Fix, qui se promenait de long en large, ce dont il ne fut point étonné. Mais l'inspecteur de police laissait voir sur son visage les marques d'un vif désappointement. « Bon, se dit Passepartout, cela va mal pour les gentlemen du Reform Club. » Et il accosta Fix avec son joyeux sourire, sans vouloir remarquer l'air vexé de son compagnon. Or, l'agent avait de bonnes raisons pour pester contre l'infernale chance qui le poursuivait. Pas de mandat! Il était évident que le mandat courait après lui et ne pourrait l'atteindre que s'il séjournait quelques jours en cette ville. Or, Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours, le sieur Fogg allait lui échapper définitivement s'il ne parvenait pas à l'y retenir. Ouais, alors la Poste lui en veut un petit peu, je pense à Détective Fix, parce que la lettre, elle a fait Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong. Je pense qu'il en peut plus, il en peut plus le postier, hein. Il doit être là, mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Il est con celui-là ou pas? Eh bien, monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique? Demanda Passepartout. Oui, répondit Fix, les dents serrées. Allons donc, s'écria Passepartout en faisant entendre un retentissant éclat de rire. Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre place, venez. Et tous deux entrèrent au bureau des transports maritimes et arrêtèrent des cabines pour 4 personnes.
Mais l'employé leur fit observer que les réparations du Carnatic étant terminées, le paquebot partirait le soir même à 8 heures et non le lendemain matin, comme il l'avait été annoncé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien, répondit Passepartout, cela arrangera mon maître, je vais le prévenir. À ce moment, Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout. C'était le seul moyen peut-être qu'il eut de retenir Phileas Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. En quittant le bureau, Fix offrit à son compagnon de se rafraîchir dans une taverne. Passepartout avait le temps. Il accepta l'invitation de Fix. Une taverne s'ouvrait sur le quai. Elle avait un aspect assez engageant. Tous deux y entrèrent. C'était une vaste salle bien décorée, au fond de laquelle s'étendait un lit de camp garni de coussins. Sur ce lit étaient rangés un certain nombre de dormeurs. Une trentaine de consommateurs occupaient dans la grande salle de petites tables en jonc tressées. Quelques-uns vidaient des pintes de bière anglaise, ale ou porter, d'autres des brocs de liqueur alcoolique, gin ou brandy. En outre, la plupart fumaient de longues pipes de terre rouge, bourrées de petites boulettes d'opium mélangées d'essence de rose. Puis, de temps en temps, quelques fumeurs énervés glissaient sous la table et les garçons de l'établissement, le prenant par les pieds et par la tête, le portaient sur le lit de camp près d'un confrère. Une vingtaine de ces ivrognes étaient ainsi rangés côte à côte dans le dernier degré d'abrutissement. Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient entrés dans une tabagie hantée de ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour 260 millions de francs de cette funeste drogue qui s'appelle l'opium. Tristes millions que ceux-là, prélevés sur un des plus funestes vices de la nature humaine. Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier à un tel abus par des lois sévères, mais en vain. De la classe riche à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'empire du milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable, et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à 8 pipes par jour, mais il meurt en 5 ans. Or, c'était dans une des nombreuses tabagies de ce genre qui pullulent, même à Hong Kong, que Fix et Passepartout étaient entrés avec l'intention de se rafraîchir. Passepartout n'avait pas d'argent, mais il accepta volontiers la politesse de ce compagnon, quitte à la lui rendre en temps et lieu. On demanda 2 bouteilles de Porto, auxquelles le Français fit largement honneur, tandis que Fix, plus réservé, observait son compagnon avec une extrême attention. On causa de choses et d'autres, et surtout de cette excellente idée qu'avait eue Fix de prendre passage sur le Carnic. Et à propos de ce steamer, dont le départ se trouvait à avancer de quelques heures, Passepartout, les bouteilles étant vides, se leva afin d'aller prévenir son maître. Fix le retint. « Un instant, dit-il. Que voulez-vous, monsieur Fix ? J'ai à vous parler de choses sérieuses. » De choses sérieuses, s'écria Passepartout en vidant quelques gouttes de vin restées au son verre. Au fond de son verre, je pense, hein. En vidant quelques gouttes de vin restées au fond de son verre. Eh bien, nous en parlerons demain, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Restez, répondit Fix. Il s'agit de votre maître. Passepartout, à ce mot, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière. Il se rassit. « Qu'est-ce donc que vous avez à me dire ?» demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et baissant la voix. « Vous avez deviné qui j'étais ?» lui demanda-t-il. « Parbleu !» dit Passepartout en souriant. « Alors je vais tout vous avouer. » Maintenant que je sais tout, mon compère, voilà qui n'est pas fort. Enfin, allez toujours. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais bien inutilement.
Inutilement, dit Fix. Vous en parlez à votre aise. On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. Mais si, je la connais, répondit Passepartout. 20 000 livres. 55 000, reprit Fix en serrant la main du Français. Il y a donc évidemment un quiproquo, hein. Évidemment. L'un pense qu'il parle du pari, l'autre pense qu'il parle du vol. Enfin, l'autre... Enfin, vous avez compris, quoi. Quoi? S'écria Passepartout. Mr. Fogg aurait osé 55 000 livres. Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant, ajouta-t-il en se levant de nouveau. 55 000 livres, reprit Fix, qui força Passepartout à se rasseoir après avoir fait apporter un flacon de brandy. Et si je réussis, je gagne une prime de 2000 livres. En voulez-vous 500 12 500 francs, à la condition de m'aider. Vous aider? S'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. Oui, m'aider à retenir le sieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Hein? Fit Passepartout. Que dites-vous là? Comment? Non, non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles. J'en suis honteux pour eux. Ah, ça, que voulez-vous dire? Demanda Fix. Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse. Autant dépouiller Mr. Fogg et lui prendre l'argent dans la poche. Et c'est bien à cela que nous comptons arriver. Mais c'est un guet-apens! S'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix et qu'il buvait sans s'en apercevoir. Un guet-apens véritable! Des gentlemen! Des collègues! Fix commençait à ne plus comprendre. Des collègues, s'écria Passepartout, des membres du Reform Club. Sachez, monsieur Fix, que mon maître est un honnête homme, et que, quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. Mais qui croyez-vous donc que je sois? Demanda Fix en fixant son regard sur Passepartout. Fix le Fix. Parbleu, un agent des membres du Reform Club, qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi bien que, depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à Mr. Fogg. Il ne sait rien? Demanda vivement Fix. Rien, répondit Passepartout, en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devait-il faire? L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. Eh bien, se dit-il, puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. Écoutez, dit Fix d'une voix brève. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. Bah, dit Passepartout en le regardant d'un air goguenard. Je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. Vous? Inspecteur de police? Oui, et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix sans pouvoir articuler une parole. Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre inconsciente complicité. Mais pourquoi? S'écria Passepartout. Écoutez, le 28 septembre dernier, un vol de 55 000 livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement, et c'est trait pour trait celui du sieur Fogg. Allons donc, s'écria Passepartout en frappant la table de son robuste poing. Mon maître est le plus honnête homme du monde. Qu'en savez-vous? Répondit Fix. Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, emportant une grosse somme en banknotes, et vous osez soutenir que c'est un honnête homme? Oui, oui, répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice?
Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur, lui, le sauveur d'Aouda, l'homme généreux et brave, et pourtant que de présomptions relevées contre lui. Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit, et il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. « Enfin, que voulez-vous de moi ?» dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. « Voici, » répondit Fix. « J'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à retenir à Hong Kong, moi et je partage avec vous la prime de 2000 livres promise par la Banque d'Angleterre. »« Jamais !» répondit Passepartout, qui voulut se lever et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. « Monsieur Fix, dit-il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai, quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nie, je suis à son service, je l'ai vu bon et généreux, le trahir, jamais, non, pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là, comme disait un certain bonisseur de la batte. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. Vous refusez? Je refuse. Mettons que je n'ai rien dit, répondit Fix, et buvons. Oui, buvons. Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Oh l'enfoiré! Fix en glissa une dans la main de ce Passepartout qui la prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées et retomba la tête alourdie sous l'influence du narcotique. Enfin, dit Fix en voyant Passepartout anéanti, le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic, et s'il part, du moins partira-t-il sans ce maudit français. Puis il sortit après avoir payé la dépense. Quel connard! Mais quel connard! Non! Non! Non, mon cher Fix, c'est terrible! C'est terrible! Le sale coup! Chapitre 20, dans lequel Fix entre directement en relation avec Phileas Fogg. Pendant cette scène qui allait peut-être compromettre si gravement son avenir, Mr. Fogg, accompagnant Madame Aouda, se promenait dans les rues de la ville anglaise. Depuis que Madame Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu'en Europe, il avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu'un Anglais comme lui fît le tour du monde en sac à la main passe encore, mais une femme ne pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. Pourquoi le sexisme. De là, nécessité d'acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. Alors oui, c'est vrai que si elle n'a pas de fringues, etc., il faut quand même que, voilà, faut quand même que faire quelques petites emplettes. Mr. Fogg s'acquitta de sa tâche avec le calme qui le caractérisait et à toutes les excuses ou objections de la jeune veuve, confuse de tant de complaisance. « C'est dans l'intérêt de mon voyage, c'est dans mon programme », répondait-il invariablement. Les acquisitions faites, Mr. Fogg et la jeune femme rentrèrent à l'hôtel et dînèrent à la table d'hôte, qui était somptueusement servie. Puis Madame Aouda, un peu fatiguée, remonta dans son appartement après avoir, à l'anglaise, serré la main de son imperturbable sauveur. L'honorable gentleman, lui, s'absorba pendant toute la soirée dans la lecture du Times et de l'Illustrated London News. S'il avait été homme à s'étonner de quelque chose, c'eût été de ne point voir apparaître son domestique à l'heure du coucher. Mais, sachant que le paquebot de Yokohama ne devait pas quitter Hong Kong avant le lendemain matin, il ne s'en préoccupa pas autrement. Le lendemain, Passepartout ne vint point au coup de sonnette de Mr. Fogg. Non, il a raté le bateau! Mais merde! C'est pas vrai, il a raté le bateau du coup! Mais c'est terrible!
Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était pas rentré à l'hôtel, nul n'aurait pu le dire. Mr. Fogg se contenta de prendre son sac, fit prévenir Madame Aouda et envoya chercher un palanquin. Il était alors 8 heures, et la pleine mer, dont le Carnatic devait profiter pour sortir des passes, était indiquée pour 9h30. Lorsque le palanquin fut arrivé à la porte de l'hôtel, Mr. Fogg et Madame Aouda montèrent dans ce confortable véhicule, et les bagages suivirent derrière sur une brouette. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement, et là Mr. Fogg apprenait que le Carnatic était parti depuis la veille. Mr. Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en était réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne parut sur son visage, et comme Madame Aouda le regardait avec inquiétude, il se contenta de répondre « C'est un incident, madame, rien de plus. » Purée, mais quel homme! Quel homme, ce Phileas! Moi je pensais que là, alors ça allait être la goutte d'eau, il trouve pas son domestique, en plus il apprend qu'il a raté le bateau. Enfin là j'aurais été au bord du pétage de câble. Mais pas Monsieur Fogg. C'est juste un regrettable incident. En ce moment, un personnage qui l'observait avec attention s'approcha de lui. C'était l'inspecteur Fix qui le salua et lui dit « N'êtes-vous pas, comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon arrivé hier ?»« Oui, monsieur, » répondit froidement Mr. Fogg. « Mais je n'ai pas l'honneur... Pardonnez-moi, mais je croyais trouver ici votre domestique. »« Savez-vous où il est, monsieur ?» demanda vivement la jeune femme. « Quoi ?» répondit Fix, feignant la surprise. « N'est-il pas avec vous ?» « Non, répondit Madame Aouda. J'ai chaque fois envie de dire Miss Aouda. Non, répondit Madame Aouda. Depuis hier, il n'a pas reparu. Se serait-il embarqué sans nous à bord du Carnatic? Sans vous, madame, répondit l'agent. Mais excusez ma question, vous comptiez donc partir sur ce paquebot? Oui, monsieur. Moi aussi, madame, et vous me voyez très désappointé. Le Carnatic ayant terminé ses réparations a quitté Hong Kong 12 heures plus tôt sans prévenir personne, et maintenant il faudra attendre 8 jours le prochain départ. En prononçant ces mots, 8 jours, Fix sentait son cœur bondir de joie. 8 jours. Fogg retenu 8 jours à Hong Kong. On aurait le temps de recevoir le mandat d'arrêt. Enfin, la chance se déclarait pour le représentant de la loi. Mais quand tu me dis passe-partout, je pense au nain dans Fort Boyard. En fait, je me posais la question si ça vient pas justement de ce mec, de passe-partout dans le Tour du Monde en 80 jours. Et vraiment, c'est le nom du personnage dans ce livre, et peut-être que ça vient de là. Il s'appelle André Bouchet, le monsieur, de base. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de pourquoi ? Le nom et le rôle de Passepartout est inspiré du personnage Jean Passepartout, domestique du héros Phileas Fogg, dans le roman Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Donc c'est vraiment lié, c'est vraiment ça. Ok. Alors je me suis douté que ça pouvait être ça, et en fait voilà, ça vient vraiment de ça. Donc merci d'avoir posé la question, parce que du coup c'est vrai que j'ai jamais regardé, alors que c'était évident qu'il y avait forcément des liens possibles. Je te voudrais comme prof de lettres, bah écoute... Avec plaisir. Donc ça vient de là. Incroyable. Que l'on juge donc du coup d'assommoir qu'il reçut quand il entendit Phileas Fogg dire de sa voix calme « Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong. » Il est trop fort, Fogg. Bah ouais, il va acheter un bateau, il va acheter un chauffeur, enfin voilà... Il va trouver une combine, c'est sûr, il a pas le choix de toute façon, il doit faire son voyage en 80 jours, sinon il perd 20 000 livres. Et déjà qu'il va perdre 20 000 livres pour faire son voyage, s'il veut pas se retrouver à la rue, il a intérêt à y arriver. Un crack, non mais c'est vraiment un crack, c'est vraiment un boss, c'est le boss, Phileas. Et Mr. Fogg, offrant son bras à Madame Aouda, se dirigea vers les docks à la recherche d'un navire en partance. Fix, abasourdi, suivait. On eût dit qu'un fil le rattachait à cet homme. Toutefois, la chance sembla véritablement abandonner celui qu'elle avait si bien servi jusqu'alors.
Phileas Fogg, pendant 3 heures, parcourut le port en tous sens, décidé, s'il le fallait, à fréter un bâtiment pour le transporter à Yokohama. Mais il ne vit que des navires en chargement ou en déchargement, et qui, par conséquent, ne pouvaient appareiller. Fix se reprit à espérer. Cependant, Mr. Fogg ne se déconcertait pas. Et il allait continuer ses recherches. Dut-il pousser jusqu'à Macao quand il fut accosté par un marin sur l'avant-port? C'est vrai qu'on n'a pas regardé. Dut-il pousser jusqu'à Macao? C'est vrai qu'on n'a pas regardé où c'était Macao. Ah bah, je suis con. C'est juste ici en fait, Macao. C'est juste là. Votre honneur cherche un bateau? Lui dit le marin en se découvrant. Vous avez un bateau prêt à partir? Demanda Mr. Fogg. Oui, votre honneur. Un bateau pilote numéro 43, le meilleur de la flottille. Il marche bien? Entre 8 et 9 miles au plus près. Voulez-vous le voir? Oui. Votre honneur sera satisfait. Il s'agit d'une promenade en mer? Non, d'un voyage. Un voyage? Vous chargez-vous de me conduire à Yokohama? Le marin, à ces mots, demeura les bras ballants, les yeux écarquillés. Votre honneur veut rire, dit-il. Non, j'ai manqué le départ du Carnatic, et il faut que je sois le 14 au plus tard à Yokohama pour prendre le paquebot de San Francisco. Je le regrette, répondit le pilote, mais c'est impossible. Je vous offre 100 livres par jour, et une prime de 200 livres si j'arrive à temps. C'est sérieux? Demanda le pilote. Très sérieux, répondit Mr. Fogg. Le pilote s'était retiré à l'écart. Il regardait la mer, évidemment combattu entre le désir de gagner une somme énorme et la crainte de s'aventurer si loin. Fix était dans des transes mortelles. Ouais, parce que Fix, il est derrière en mode « N'y va pas! Non! Ne prends pas ce bateau! Je t'en supplie !» Pendant ce temps, Mr. Fogg s'était retourné vers Madame Aouda. « Vous n'aurez pas peur, madame ?» lui demanda-t-il. « Avec vous, non, monsieur Fogg, » répondit la jeune femme. Et c'est vrai qu'on pourrait regarder, donc nos amis, ils sont donc à Hong Kong. Ils doivent prendre le bateau jusqu'à Yokohama. Et ma question c'est bateau pilote. Il dit c'est un bateau pilote. Et en plus, Fogg demande à Madame Aouda si elle a pas peur. Donc je pense que c'est pas un bateau qui est vraiment fait pour ça. Je pense. Merde. Bateau pilote est un bateau rapide utilisé pour transporter le pilote à bord des navires qui arrivent ou quittent le port. Ouais, donc c'est des petits bateaux comme ça. Les bateaux de l'époque, je sais pas si on peut avoir une photo des genre bateaux pilotes 1800. Est-ce qu'on a des petites images d'archives là, un petit peu faites-nous rêver un peu. Ouais, ça doit être un petit bateau comme ça, quoi. Ça doit être un truc un peu comme ça. Ah! D'accord, mais ça doit être un truc un peu comme ça, quoi. Ou genre, ouais. Ça doit être un mélange entre ça et ça, quoi, je pense. Donc ouais, ça doit pas être vraiment un bateau qui est fait pour faire des aussi gros voyages jusqu'à Yokohama. Avec vous, non, monsieur Fogg, je n'ai pas peur, répondit la jeune femme. Le pilote s'était de nouveau avancé vers le gentleman et tournait son chapeau entre ses mains. Eh bien, pilote, dit Mr. Fogg. Eh bien, votre honneur, répondit le pilote, je ne puis risquer ni mes hommes, ni moi, ni vous-même dans une si longue traversée, sur un bateau de 20 tonneaux à peine, et à cette époque de l'année. D'ailleurs, nous n'arriverions pas à temps, car il y a 1650 miles de Hong Kong à Yokohama. 2600 km? Putain, autant que ça? 1600 seulement, dit Mr. Fogg. C'est la même chose. Fix respira un bon coup d'air. Mais, ajouta le pilote, il y aurait peut-être moyen de s'arranger autrement. Fix ne respira plus. Il a arrêté. Et il s'est dit, non, là, je vais peut-être arrêter les dingueries. Comment? Demanda Phileas Fogg. En allant à Nagasaki, l'extrémité sud du Japon, 1100 miles, ou seulement à Shanghai, à 800 miles de Hong Kong. Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui serait un grand avantage, d'autant plus que les courants y portent au nord.
Pilote, répondit Phileas Fogg, c'est à Yokohama que je dois prendre la malle américaine, et non à Shanghai ou à Nagasaki. Pourquoi pas? Répondit le pilote. Le paquebot de San Francisco ne part pas de Yokohama. Il fait escale à Yokohama et à Nagasaki, mais son port de départ est à Shanghai. Vous êtes certain de ce que vous dites? Oui, alors c'est une version libre de droit, donc il y a peut-être des erreurs comme ça. Vous êtes certain de ce que vous dites? Bon. Certain. Et quand le paquebot quitte-t-il Shanghai? Le 11, à 7 heures du soir. Nous avons donc 4 jours devant nous. 4 jours, c'est 96 heures, et avec une moyenne de 8 miles à l'heure, si nous sommes bien servis, si le vent tient au sud-est, si la mer est calme, nous pouvons enlever les 800 miles qui nous séparent de Shanghai. Et vous pourriez partir? Dans 1 heure, le temps d'acheter des vivres et d'appareiller. Affaire convenue. Vous êtes le patron du bateau? Oui, John Bunsby, patron de la Tangander. Voulez-vous des arts? Si cela ne désoblige pas votre honneur. Voici 200 livres à compte. Monsieur, ajouta Phileas Fogg en se retournant vers Fix, si vous voulez profiter... Somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat d'un marché. Voilà, c'est ça. Et je voulais regarder un truc, c'était Shanghai du coup. C'est donc la géographie. Là. Voilà. C'est donc là. Donc la proposition du pilote... Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui sera un grand avantage, d'autant plus que les courants y portent au nord. Donc ouais, il dit les courants se portent plutôt au nord, on s'éloigne pas trop de la côte, ce qui est plutôt pratique vu le bateau qu'il a. Et en plus, le bateau qui est censé partir pour aller à San Francisco, il part depuis Shanghai. Donc, affaire conclue. Tout simplement. Voici 200 livres à compte, monsieur, ajouta Phileas Fogg en se retournant vers Fix. Si vous voulez profiter... Monsieur, répondit résolument Fix, j'allais vous demander cette faveur. Bien, dans une demi-heure, nous serons à bord. Mais ce pauvre garçon, dit Madame Aouda que la disparition de Passepartout préoccupait extrêmement. Je vais faire pour lui tout ce que je puis faire, répondit Phileas Fogg. Évidemment, il ne va pas le laisser tomber. Et, tandis que Fix, nerveux, fiévreux, rageant, se rendait au bateau pilote, tous deux se dirigèrent vers les bureaux de la police de Hong Kong. Là, Phileas Fogg donna le signalement de Passepartout et laissa une somme suffisante pour le rapatrier. Même formalité fut remplie chez l'agent consulaire français, et le palanquin, après avoir touché à l'hôtel où les bagages furent pris, ramena les voyageurs à l'avant-port. Mais par contre, quand il va retrouver Passepartout, Passepartout, il va quand même dire à Phileas Fogg que Fix est un connard. Il va quand même lui le dire, ou bien... Parce que Phileas Fogg, il sait pas que Fix est un détective, et que Fix enquête sur Phileas Fogg. Donc il va quand même lui dire Passepartout au bout d'un moment, genre que en fait c'est un détective et puis qu'il l'a fait boire et puis qu'il l'a drogué à l'opium pour retarder le voyage de Phileas Fogg. 3 heures sonnaient. Le bateau pilote numéro 43, son équipage à bord, ses vivres embarqués, étaient prêts à appareiller. Purée, on n'a pas Passepartout avec nous, je suis triste. C'était une charmante petite joelette de 20 tonneaux que la Tankadère, bien pincée de l'avant, très dégagée dans ses façons, très allongée dans ses lignes d'eau. On eût dit un yacht de course. Ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, son pont blanc comme de l'ivoire, indiquaient que le patron John Bunsby s'entendait à la tenir en bon état. Ses 2 mâts s'inclinaient un peu sur l'arrière. Elle portait brigantine, misaine, trinquette, foc, flèche et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher et de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateau-pilote. Ferrure, t'inquiète pas, on va aller regarder tout ça. On va regarder un yacht de course, ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, je pense... que c'est l'armature. C'est l'armature du bateau, je pense. Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'armature du bateau.
Ah non, c'est vraiment ça, c'est ferrure de mât pour dériveur. Donc ça doit être des choses qu'on doit accrocher à l'avant du mât. C'est genre, c'est... ouais, ferrure de baume. La baume, c'est ce qui soutient le mât. Donc c'est cette barre ici. Donc c'est tous les objets en fer qu'il y a sur le bateau. Et son pont blanc, nanana, il y avait un autre truc. Elle portait brigantine, misaine. Donc misaine, c'est une voile. Foc, c'est une voile aussi. C'est juste des noms différents en fonction des voiles, en fonction de où elles sont placées sur le bateau, etc. Foc, c'est la voile d'avant. Misaine, on a regardé tout à l'heure, c'est genre une voile... c'est la première voile du mât le plus bas. Et brigantine, il me semble que c'est une voile aussi. Brigantine. Une voile aurique placée sur le mât arrière. Donc ça doit être celui-là. Ça, c'est la brigantine. Misaine, trinquette. Trinquette, par contre, ça, je sais pas. Ça doit être une voile aussi. Je pense. Ah, c'est ça. La trinquette, c'est ça. C'est cette voile-là. Bon, bref, en fait, c'est plein de voiles différentes, quoi. Et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher, et de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateau-pilote. L'équipage de la Tankander se composait du patron John Bunsby et de 4 hommes. C'étaient de ces hardis marins qui par tous les temps s'aventurent à la recherche des navires et connaissent admirablement ces mers. John Bunsby, un homme de 45 ans environ, vigoureux, noir de hâle, le regard vif, la figure énergique, bien d'aplomb, bien à son affaire, eût inspiré confiance aux plus craintifs. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Noir de hâle. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Noir de hâle. Effet produit par la lumière solaire sur la peau. C'est du bronzage, quoi. Phileas Fogg et Madame Aouda passèrent à bord. Fix s'y trouvait déjà. Par le capot d'arrière de la Joëlette, on descendait dans une chambre carrée dont les parois s'évidaient en forme de cadre au-dessus d'un divan circulaire. Au milieu, une table éclairée par une lampe de roulis. C'était petit, mais propre. « Je regrette de n'avoir pas mieux à vous offrir, » dit Mr. Fogg à Fix, qui s'inclina sans répondre. Ah oui, parce que ce connard, il est du voyage aussi, putain. L'inspecteur de police éprouvait comme une sorte d'humiliation à profiter ainsi des obligeances du monsieur Fogg. Bah ouais, tu peux un peu, ouais. À coup sûr, pensait-il. C'est un coquin fort poli, mais c'est un coquin. Parce que lui, il est persuadé que c'est le voleur, mais... Mais apprends à le connaître, peut-être que ça va te faire changer d'avis. C'est peut-être pas si mal, en fait. À 3h10, les voiles furent tissées. Le pavillon d'Angleterre battait à la corne de la Joëlette. Les passagers étaient assis sur le pont. Mr. Fogg et Madame Aouda jetèrent un dernier regard sur le quai afin de voir si Passepartout n'apparaîtrait pas. Fix n'était pas sans appréhension. Car le hasard aurait pu conduire en cet endroit même le malheureux garçon qu'il avait si indignement traité. Et alors une explication eût éclaté, dont le détective ne se fût pas tiré à son avantage. C'est de ça dont on vient de parler. Mais le Français ne se montra pas, et sans doute l'abrutissant narcotique le tenait encore sous son influence. Enfin, le patron John Bunsby passa au large, et la Tankander, prenant le vent sous sa brigantine, sa misaine et ses focs, s'élança en bondissant sur les flots. Donc c'est quand même une belle performance de Phileas Fogg, encore une fois, qui arrive à se sortir de cette situation de merde aux grandes dames de Phileas Fogg, du détective Fix, qui, encore une fois, va devoir demander à ce que son mandat d'arrestation n'arrive pas à Hong Kong, mais à Shanghai. Donc, il les a là, Phileas Fogg, il en peut plus, Phileas Fogg, Fix, il en peut plus. Et donc, il est du voyage aussi avec Aouda et Phileas Fogg en direction de Shanghai. Heureusement que Passepartout
n'est pas dans le voyage, parce que sinon, il aurait tout dit à Phileas Fogg, et Fix, bah, il aurait été très embêté, il aurait probablement jamais réussi à arrêter Phileas Fogg. Il a encore une carte à jouer, reste à savoir si il va pouvoir le faire ou pas. C'est la question qu'on va devoir se poser pour le prochain live qui aura lieu au plus tard, lundi, entre 20h et 20h30, la suite du Tour du Monde de 80 jours de Jules Verne, le chapitre 21. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et à lundi. Ciao!